Vous souhaitez que je raconte un peu l'histoire de ces Patron, c'est ça? Bon, je vais essayer de la raccourcir, puis après, s'il y a des questions, je répondrai volontiers. Alors, ce qui m'aide beaucoup, c'est de vous montrer ça. Ce sera plus rapide en vous montrant ça. Donc, c'est qui le patron? C'est la première marque qui a été créée par des consommateurs. C'est une coopérative. C'est important de souligner ça. C'est-à-dire, c'est vraiment un modèle très atypique. Enfin, on n'avait pas de stratégie. On était deux au départ. Et puis, tout est parti d'une conversation avec un conseiller, le conseiller d'un ministre de Stéphane Le Foll à l'époque. On s'occupait des gueules cassées, des fruits et légumes moches pour les sauver du gaspillage. Je tiens toujours à rappeler que le gaspillage en France chaque année, c'est 10 millions de tonnes. Donc ça ne dit rien à personne. Mais 10 millions de tonnes, c'est le Stade de France rempli à ras-bord voilà, chaque année. Ça a été un calcul qui a été fait par les Anglais avec Wembley et ça permet de se rendre compte de l'incroyable gaspillage. Voilà. Donc on s'occupait des gueules cassées, comme encore aujourd'hui, et le conseiller, incroyable, dit à la fin de la conversation, mais côté consommateur, est-ce que vous n'auriez pas une idée pour essayer d'aider les producteurs de lait? Alors la question est étonnante, parce que normalement c'est plutôt conseillé de trouver ces solutions, mais à la fois c'était plutôt sympa et moderne qu'il le fasse. Et je me rappelle avoir retourné la question en disant, mais combien il manque sur un litre de lait? Voilà, qu'est-ce qui manque sur un litre de lait pour qu'un producteur vive de son métier? Un suicide par jour en France, 30% des producteurs qui gagnent 300 euros, 7 jours sur 7, Noël et jours fériés compris, c'est absolument, pour nous consommateurs, impossible à imaginer. Alors je dis nous consommateurs parce qu'à l'époque, comme aujourd'hui et demain, j'imagine rien d'autre autrement qu'à travers mon regard de consommateur. D'ailleurs, si vous voulez gagner beaucoup de temps, voir à l'avenir peut-être un peu plus rapidement, remettez-vous dans ce prisme-là, parce qu'on a longtemps été des experts en réunion, en essayant d'imaginer ce que cette famille de consommateurs, un peu comme si c'était un peuple, vous savez, un peuple lointain, les consommateurs, les extraterrestres, un troisième genre, non, c'est nous. Il suffit de se poser la question déjà à nous-mêmes pour prendre des raccourcis absolument incroyables et qui font économiser beaucoup d'argent sur toutes les études de marché. Vous mettez à 5 dans un café, vous avez quasiment une très belle étude de marché. Voilà comment tout ça s'est créé. Je fais exprès de surligner ça, mais à cette question toute simple, il a répondu 8 centimes, ce conseiller d'agriculture. Puis on a multiplié ça par le nombre de litres bu en France par an et par habitant, 50 litres. Et là, tu te dis, c'est pas possible, 50 litres fois 8 centimes, ça fait 4 euros. 4 euros. Donc on s'est dit qu'on ne devait pas être les seuls à accepter de mettre 4 euros de plus pour aider des producteurs. Effectivement, on n'était pas seuls. Dès le premier mois, 1 million de briques de lait vendues, alors qu'on rêvait de 5 millions en secret au début. 30 millions de litres la première année, 60 millions la deuxième année. Et là, on est à 150 millions de litres vendus, ce qui est, Nielsen l'a signalé, le plus rapide démarrage pour une marque dans l'histoire de l'agroalimentaire. Et ce qui est intéressant, au-delà des chiffres, ce n'est pas une histoire de concours de chiffres, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas de commerciaux dans les magasins et pas de pub à la télé. Aucun, pas un euro de pub, et surtout pas de commerciaux. Ça, pour nous, c'est le plus impressionnant. C'est-à-dire qu'il n'y a personne le matin qui vient, parce qu'il n'y a pas que le lait, il y a les œufs, il y a le beurre, il y a 30 produits qui sont nés en soutien aux producteurs. Et les œufs, par exemple, alors là, c'est un mystère qu'on ne peut pas expliquer. Il n'y a toujours pas de commerciaux. Là, il n'y avait pas de pub, parce qu'il y a eu beaucoup de presse sur cette initiative, mais il n'y a pas eu de presse sur les œufs. Les œufs de plein air, 3,30 € de plus par an. À chaque fois, on fait le calcul. Pour le producteur, il manque 3,30 € par an, et on rend l'achat des œufs équitables. Là, c'est pareil, 1,5 fois les ventes des grandes marques. Les œufs équitables créés par de simples consommateurs. Donc, cette équation, on essaie d'en faire témoignage, c'est sans doute pour ça que vous m'aviez demandé de venir. C'est une façon de raconter qu'évidemment, les choses bougent très vite. Là, on est presque dans un no modèle. Hein. Il faut imaginer de simples consos, encore une fois, sans stratégie, sans réunion, sans agence, qui ont bénéficié, parce il faut l'expliquer quand même, d'une nouveauté qui change tout, c'est les réseaux sociaux. Voilà. C'est-à-dire que les consommateurs se sont parlé, tiens, est-ce que tu ne mettrais pas 4 euros de plus? On a créé une brique de lait, on n'a pas l'argent pour faire de pub à la télé, mais cette histoire, on la maîtrise, on a tous les tenants et aboutissants, parce que la COP est transparente, on a accès aux comptes,
Et là, quand vous avez cette famille de consommateurs qui passent de « je regarde la pub à la télé, je verrai si j'achète » à « j'ai créé cette brique de lait, je veux en faire une promotion parce que c'est en phase avec mes valeurs », ces milliers de gens ont créé une énergie 1000 fois plus grande sans doute que tous les budgets de pub, puisqu'on a des histoires incroyables qui nous ont été racontées. Voilà, c'est une dame qui vient dans un supermarché et qui dit vous me reconnaissez, je m'appelle Madame X, je suis cliente depuis 30 ans. Alors ça, j'ai participé à le créer, vous voyez. Puis alors, vous l'avez mis trop haut là, sur le rayon. Il faut la mettre plus bas, là, au bon endroit pour que je puisse... Aucun commercial, évidemment, n'aurait pu demander ça à un directeur de magasin. Mais cette spontanéité bienveillante a fait que tout a changé. Il me reste une chose à vous raconter pour que vous compreniez peut-être aussi comment ça s'est fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout s'est fait sur Internet. C'est l'idée géniale de Laurent Pasquier. On ne va pas refaire un produit, réimaginer un positionnement et ensuite chercher des millions pour l'expliquer. On va dire à tout le monde, on crée une brique de lait, mais on va le faire ensemble. Il y avait 8 questions simples. Il y avait un prix à 0,69, vous pouvez le voir encore sur Internet. On a laissé le questionnaire historique. Et puis, ce petit 0,69, vous pouviez le laisser à ce niveau-là. Il y avait un questionnaire par défaut. Est-ce qu'on paye le producteur un peu mieux que le cours mondial du lait? Si on laissait au cours mondial, le prix ne bougeait pas. Si on rajoutait 4 centimes pour qu'il paie ses charges, on passait à 73. Les 8 centimes en question du conseiller l'amenaient à 77. Et il y avait même une question sur 2 centimes, tout ça a été calculé longuement, pour que le producteur prenne une semaine de congé. Ça a été voté en dernier lieu, et on était donc, je ne me rappelle plus à combien j'étais, à 79. Puis après, on s'est dit, on ne s'arrête pas là. Est-ce qu'on enlèverait les OGM de l'alimentation? Ça coûtait 5 centimes par litre, par brique. Oui, réponse oui. 1 à 3 mois de pâturage, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. Des fourrages locaux, 1 centime. Donc à chaque fois, pour la première fois, un cahier des charges a raconté son histoire et on pouvait, nous, consommateurs, choisir un critère qui nous paraissait important avec évidemment un prix qui augmentait. Mais pour la première fois, ce prix à 0,99 est devenu un prix qui ne sortait plus de nulle part, qui était même vérifiable, puisqu'après on est allé vérifier que ces centimes étaient bien un coût réel et notamment qu'ils allaient aux producteurs. Et voilà, en résumé, pour finir, c'est la première brique de lait, le premier produit. Maintenant, il y a 8 pays qui développent l'initiative, qui a été imaginée par, je dis de simples consommateurs à chaque fois, parce que c'est vraiment ça, hein, ce n'est pas un panel même de consommateurs. Et à 99 centimes, avec une valeur ajoutée, celle de son histoire co-créée, et comprise aussi par des gens qui d'un seul coup pouvaient dire à leurs voisins je vais te raconter le cahier des charges, je l'ai imaginé. C'était plus facile que la pub. Ben cette brique à 99 centimes, elle est devenue la référence la plus vendue du rayon lait, derrière la MDD, le premier prix. C'est-à-dire que quand on crée de la valeur, qu'on l'explique, qu'on arrive à l'expliquer, c'est, je pense, un problème qu'on partage tous. Faire des choses bien, vous en faites tous, mais comment on les explique quand on sait en plus qu'il y a une défiance au niveau des marques? C'est-à-dire que même quand vous faites des trucs bien, si vous êtes un organisme important, on va vous taxer de vision subjective, quoi. Voilà. Donc, peut-être que ces nouveaux outils permettent, et pour finir, ça fait 6 fois que je vous le dis, mais c'est vraiment vrai, il y a récemment une extension à C'est qui le patron qui s'est créée, ça s'appelle l'atelier conso et citoyen. C'est exactement les mêmes consommateurs qui se mettent à la disposition d'autres marques pour pas que ça reste C'est qui le patron, pour voir comment on peut co-créer, regarder, co-construire sur le même principe. Voilà. Donc ce petit témoignage, le beurre bio est arrivé derrière, je vais finir là-dessus parce que c'est le plus symbolique. On a créé un beurre bio tous ensemble. On s'est dit, est-ce qu'on ne rajouterait pas dans le questionnaire des centimes pour aider les producteurs en conversion vers le bio? Parce que pour tout le monde, savoir que le bio a du mal à être français, c'est embêtant, ça vient du bout du monde, on ne sait pas vraiment comment c'est fait. Là, il fallait essayer d'aider les producteurs français. Et on a rajouté on avait le choix entre 0 centimes et 20 centimes. Et alors la grande distribution, je me rappelle, a dit, mais vous rigolez, les gens ne vont pas rajouter des centimes sur un produit qui n'en a pas besoin. On nous demande d'enlever chaque centime. 15 centimes ont été votés. La grande distribution a dit, vous verrez, entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a quand même une grande différence. 18 mois après, c'est le beurre bio le plus vendu de France, devant le président. Voilà. Donc, c'est une possibilité, c'est simplement ça l'objectif de mon témoignage,
de vous raconter de l'intérieur que des consommateurs, quand on les ramène à notre échelle et qu'on se met au milieu d'eux, qu'on n'en parle pas comme d'une espèce de valeur extérieure à ce qu'on est, ben, sont capables de devenir des partenaires fabuleux qui font économiser beaucoup d'argent. Les conditions sont assez strictes et claires, mais il y a une bienveillance fabuleuse chez tout le monde et tout le monde a envie de créer maintenant des projets collectifs. Voilà. Ça s'appelle C'est qui le patron et vous pouvez devenir sociétaire pour 1 € et découvrir de l'intérieur l'aventure. Voilà, merci pour votre écoute. Tout est né parce qu'on s'est dit qu'il faut aider des producteurs et qu'on a vu vraiment de près ce qu'était la vie de 80 familles, notamment de producteurs, dans l'Ain. Et je me rappellerai toujours de Martial Larbon qui nous dit « Viens voir, venez voir ». Et là, on découvre qu'il travaille 7 jours sur 7, qu'à Noël, il travaille, la traite à 5 heures, ça existe. Et puis, on se rend compte qu'ils perdent 120 € par jour, tous les jours. Ils vendaient 21 centimes le litre, alors que 39 centimes ont été votés pour celui-là, 41 avec les primes. Et en fait, on s'est rendu compte, nous, consommateurs, que on avait, ça me paraît important cette notion pour la suite, on avait notre argent, pas facile à gagner, qui alimentait un système qui nous rendait complices indirectement du fait que Martial Larbon et les 80 familles perdaient 120 € par jour. C'est là où après, avec l'information rapide des réseaux sociaux, tu commences à te dire, mais attendez, vous faites quoi de mon argent? Ça va où? Et c'est comme ça qu'est né ce lien très direct depuis le départ. C'est vraiment comme ça que la motivation s'est mise en route au départ. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, au-delà de nous, les initiateurs, vous avez 9 500 sociétaires de la coopérative, 11 millions d'acheteurs. Nielsen a dit qu'il y avait 11 millions d'acheteurs, ce qui est dingue en 3 ans. Eh bien, tous ces gens-là vont voir les producteurs, leur disent en direct, bon, c'est bien ce qu'ils racontent, mais c'est vraiment vrai ce qui est marqué là? Et quand, au-delà des contrôles, vous avez les yeux dans les yeux, la possibilité de dire à un producteur, ça a vraiment changé votre vie? Et qui dit oui, je dors tellement mieux aujourd'hui, et qu'ensuite la personne va sur Internet et dit j'ai fait une visite et j'ai pu me rendre compte de la réalité de ce que c'était, tout a changé pour eux, c'est tellement plus puissant que d'être une marque et de dire nous aidons les producteurs. Voilà. Donc c'est cette relation-là, et les producteurs évidemment nous ont sollicités en masse, ils étaient rattachés, il faut que je parle de ça, à un homme merveilleux qui est dans l'aventure, c'est Emmanuel Vasnex, qui est le patron de la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel. C'est une laiterie familiale, il fait presque 1 milliard € de chiffre d'affaires, mais c'est familial, c'est-à-dire qu'il décide finalement de ce qui va se passer. Et c'est lui, humainement, qui a dit on y va. Parce que je ne vous cache pas que les plus gros, à l'époque, qu'on avait vus, nous avaient dit non, 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 ça ne marchera jamais, quoi. Donc il fallait quelqu'un qui puisse y croire. Mais tout est parti des producteurs. Et au-delà de ma présentation, et merci pour cette question, le moteur constant de la progression, parce qu'au bout de 3 ans, on pourrait imaginer que ça stagne un peu. Il y a eu 25 marques qui se sont arrivées dans le commerce, la MDD, Intermarché. Et en réalité, on n'a jamais autant vendu de litres de lait et de produits au global. Et ça, c'est plus le lien se fait, et je vais être un peu provocateur, mais si celui qui imagine, et ça ira jusque dans les pays bien plus loin que la France, je vais vous raconter l'histoire du chocolat, et je ne vais pas faire des copains, mais les consommateurs ont le moyen maintenant de parler aux producteurs. C'est terminé, regardez le nombre de producteurs sur Internet, c'est fini, quoi. L'idée de s'en arranger un peu avec les producteurs dans un coin, un responsable de coop, et puis finalement ça ira bien comme ça, c'est fini. Pas encore tout à fait, mais ça va bientôt, évidemment, se terminer. Nous, sur le chocolat, les consommateurs ont dit, OK, on fait un chocolat de Côte d'Ivoire, mais on va aller jusqu'aux producteurs, avec leur nom. Et puis, ils sont allés en Côte d'Ivoire. Et puis là, effectivement, ils sont arrivés là-bas, il y avait des choses qui n'étaient pas hyper claires. Mais ça va se généraliser. C'est-à-dire qu'on ne peut plus imaginer une famille d'experts décidant au nom de tous, quand chaque individu se dit « Attends, l'avenir, l'environnement, mon argent, ça passe par moi. » quoi. Donc voilà, je rends un peu caricatural le propos, il restera un peu de temps. Mais je pense qu'il vaut mieux se tourner vers cette transparence-là, où personne n'attendra ni vous ni moi pour le faire, plutôt que de se dire « Non, ça continuera comme ça encore longtemps. »
au début, alors il n'y a pas eu beaucoup. La distribution a tout de suite été d'accord, notamment Carrefour. C'est passé par de l'humain, hein, Bertrand Swiderski, Jérôme Bédy à l'époque. On dit, mais attends, une marque de consommateur, on ne va pas refuser de faire une place, il faut essayer. Voilà. Mais tous ceux qui nous aimaient pas trop, même s'il y a eu très peu de freins, je crois qu'il y avait une notion un peu d'évidence qui appartenait au fait que ça avait du sens si les consommateurs, patrons finaux, voulaient valider quelque chose, qu'il fallait le respecter. Mais il y a eu les COP. Bon, les COP. Jusqu'à aujourd'hui, là, récemment, j'ai vu un patron de COP. On a fait un truc ensemble, je ne dirais pas qui c'est, mais qui me dit comment ça marche votre truc, quoi. Alors qu'on venait de faire un produit ensemble. Et puis, il y a un jour, dans une conférence à Amiens, tout le monde était plutôt d'accord. Puis, il y a un responsable qui dit mais vous êtes en train de vendre du rêve, ça ne marchera jamais. Vous ne vous rendez pas compte, vous créez des faux espoirs, c'est nul, il faut arrêter avec ce genre de trucs, etc. Et je lui dis mais qui êtes-vous, monsieur? Il me dit je suis le président de la Chambre d'agriculture. Bon. Alors qu'on imaginait, nous, un peu naïvement, que c'était les premiers qui aideraient l'histoire. Voilà. Donc, c'est bizarrement plutôt la filière qui a marqué un temps et a mis un petit cran de frein à main plutôt que d'autres gens. Voilà. Mais les consommateurs et les distributeurs se sont vraiment mobilisés fortement. Ben, oui, ce que vous dites est vrai, mais vous n'avez pas l'information qu'on a eue. Vous parlez du lait à bas prix des MDD. Il y a 25 marques qui ont suivi le principe. Donc là, le lait, il a remonté en prix côté producteur. Et 8 centimes, ça fait bien 4 € par an. 4 € par an. Vous avez raison de dire qu'on ne peut pas oublier ceux qui ne peuvent pas mettre 40 centimes de plus par mois dans leur lait. Et il y en a. Mais il y en a quand même une famille beaucoup plus grande qui peut les mettre, les 4 € et sauver des producteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas la logique. Là, je vous rends avec beaucoup d'amitié votre vision. C'est un peu une vision empirique que vous avez là. C'est-à-dire le premier prix, le premier prix, le premier prix. La réalité, c'est plus ça. Aujourd'hui, oui, le premier prix est très important, mais on voit bien la progression du bio, on voit ces initiatives et d'autres qui montrent que on s'était même plus posé la question de savoir si nous, consommateurs, on était capable de mettre des centimes en plus ou pas. C'est quand même ça. Michel-Édouard Leclerc me dit au début, avant de trouver l'idée super et de référencer tous les produits, mais arrêtez, c'est 1% votre truc, c'est un truc de bobo, quoi. Alors je lui ai dit deux choses. Je lui ai dit, ok, ben laissez-nous 10 minutes dans un immense stade virtuel de 70 millions de Français pour expliquer que pour 4 € de plus par an, on a non seulement un lait qui vient de France, qui n'a pas d'OGM, qui a des fourrages locaux, du bien-être animal, et qui rend le sourire aux producteurs. On passera peut-être d'1% à 30%. Voilà, donc c'est une question de temps. Et deuxièmement, je lui dis, mais mettez 50% dans votre magasin de produits qui ont intégré de la valeur, raconté leur valeur, expliqué ce qu'ils étaient, et là, vous pourrez véritablement juger. Parce qu'on juge toujours par défaut de l'idée que ça ne marche pas, alors que les produits n'existent pas. Les produits n'existent pas. Ces produits à valeur ajoutée, de plus en plus, ils existent, mais ils ne sont pas suffisamment représentés. Puis pour votre question, c'est vrai, sur demain, je ne vais pas pouvoir acheter que du C'est qui le patron. C'est là où l'initiative est assez forte, c'est qu'au-delà de nous, moi je suis un représentant de tout le monde, vous avez des consommateurs qui ont dit, mais nous, on ne veut pas faire Coca-Cola, hein. On ne veut pas mettre 5000 produits dans les rayons, on ne veut pas. On veut mettre des produits, mais parce qu'ils n'existent pas. Si un produit existe, qu'il a fait une part du chemin, qu'il s'est rendu plus équitable et qu'il a limité son impact environnemental, on ira le cautionner. C'est comme ça qu'est né l'atelier. L'atelier, c'est une façon d'aller soutenir des produits sous leur propre marque, pour pas faire une espèce de nouvelle marque qui n'aurait pas de sens. Ça ne doit pas devenir une énorme marque. Ça doit devenir un déclencheur qui fixe un peu un nouvel état d'esprit, mais c'est bien les marques qui sont sur le marché qui doivent pouvoir changer s'il y a une différence d'attente des consos et le dire, quoi. Voilà. Donc, je suis d'accord à 30%, mais j'essaierai de vous prouver qu'à 70%, ça peut évoluer. Voilà. Non, et puis ce qui est clair aussi, c'est que ces marques à bas prix ne sont pas au vrai prix. Elles ne sont pas au juste prix. Elles ne permettent pas la rémunération de l'agriculteur. Mais c'est là où c'est fou. Hein. Alors, je ne connais pas le marché du sucre. Je suis désolé. Si je le connaissais, je navigue un peu à vue. Mais vous ne vous rendez pas compte du fait que
ce qu'on a vécu, nous, en 3 ans, les consommateurs que nous sommes, encore une fois. On ne parle pas de gens qui sont au bout du monde, quoi. Vous nous mettez au cœur de votre problématique. On comprend la problématique. On comprend qu'à un moment donné, il y a une absurdité. C'est un acheteur qui va dire moins cher pour être moins cher que celui d'à côté. On dénoue ça. Les consommateurs se rapprochent de la construction du prix, des données, de la problématique. Et finalement, au final, se disent à ce prix-là, cette histoire-là, elle me convient, je vais dire à tout le monde que ça peut avoir du sens. Vous voyez, même quand je le raconte comme ça, même moi, je me dis, mais il y a un côté un peu idéaliste. C'était ça qu'on nous disait il y a 3 ans. Et puis une fois qu'il y a eu ce succès, encore une fois, référence la plus vendue derrière la MDD, devant toutes les marques. C'est-à-dire que là, il n'y a plus une histoire de trucs de bobos sympas dans un coin. C'est vraiment maintenant une référence qui a pris une position. Et c'est pareil sur le beurre, sur les œufs, sur le chocolat qui est en train de monter en flèche. Bon. Donc, effectivement, peut-être qu'il faut intégrer dans la construction de vos prix la présence de consommateurs, pas des panels qui viennent comme ça un peu instrumentalisés, des gens tout à fait libres de regarder et à un moment donné défendre des positions en sortant de l'absurde position de l'acheteur. C'est ça en fait. L'acheteur, lui, il achetait à bas prix pour acheter à bas prix. C'était pas pour des raisons plus objectives que ça, quoi. Il y a 3000 familles, là, à ce jour, soutenues par la démarche. Et au départ, notamment les OGM ont fait qu'il fallait les 6 mois réglementaires, donc on n'a pas pu démarrer tout de suite pour les producteurs qui devaient évoluer. Et puis, il y a le contrôle de la laiterie, qu'on pourrait penser, et c'est vrai, subjectif. On y a rajouté Bureau Veritas pour venir faire des contrôles aussi, mais c'est rien à côté de ce qui s'est passé avec la COP. Ce sont nous, les consos, on va, une fois tous les 6 mois, chez chaque fabricant, regarder, notamment sur la partie équitable. Il y a 10 personnes qui décrochent pour aller comprendre ce que c'est que la traçabilité, qui challenge. Alors, c'est incroyable, quand vous avez 9500 personnes, il y a des experts même, des anciens du monde du lait. Enfin bon. Et ce triple contrôle avec la dimension humaine fait qu'effectivement, on peut toujours, peut-être, cacher les choses. Mais quand vous êtes une laiterie ou un fabricant, vous auriez quand même une très mauvaise idée de le faire à vos propres consommateurs. C'est-à-dire celui qui se ferait attraper en ayant finalement mis en scène quelque chose, alors que de simples consommateurs qui ont pris une journée de congé sont venus, là, la sanction serait beaucoup plus forte qu'un défaut de contrôle de Veritas. Tout à fait. Marie-Joseph ? Je suis 100% d'accord avec vos réflexions sur les réseaux sociaux, puisque même des grandes marques comme Pernod Ricard vont partir dans des démarches similaires en reprenant des petites entreprises ou en faisant des partenariats avec des petites entreprises qui ont su innover sur les réseaux sociaux. Mais ce que je voudrais, c'est que vous insistiez sur Emmanuel Vasnex, parce que c'est vraiment quelqu'un... Ouais. C'est dommage que le monde agricole n'ait pas plus de leaders comme ça, parce que c'est quand même incroyable de voir un industriel de ce type-là, avec sa philosophie, voir son franc-parler et comment il vient au secours du monde agricole. Moi, j'ai eu le privilège de l'entendre parler un jour, mais on se dit, mais pourquoi ce gars-là, il n'a pas pris le mystère de l'agriculture ? Ouais. C'est impressionnant la valeur de ce gars-là. Et je crois que c'est ça qui est en train de changer, c'est de voir des gens de cette capacité, de cette philosophie, être capables de prendre des risques. D'abord, c'est un visionnaire, parce que moi, je travaille avec une société de son groupe sur d'autres thématiques. Il faut reconnaître que c'est un véritable visionnaire. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais vous avez tout à fait raison, parce que côté consommateur, la première des choses qui nous est demandée et qu'on demande, parce que c'est qui sont les dirigeants. C'est fou, il n'y a pas d'autre question avant celle-là. Alors on est chez qui ? Est-ce que humainement les gens ont vraiment envie de faire un truc ou c'est de l'opportunisme ? Parce que prendre un jour de congé, aller faire des animations avec les producteurs, je le fais volontiers si tout est clair, mais je n'ai pas envie de me faire instrumentaliser. Voilà ce qui aujourd'hui se passe. Donc la dimension humaine, elle est clé. Là, il n'y a pas de hasard. Emmanuel Vasnex, vous connaissez l'histoire, familiale, son père
était déjà, les producteurs le disent, complètement tourné. On est comme ça ou on l'est pas, vers l'humain, le partage. 25% de son résultat est redistribué, ça reste familial. Et puis il y a un journaliste du Point qui est allé un jour passer 2 jours avec lui. Regardez, ça s'appelle le Bill Gates du lait là sur Internet. Et vous avez ce démarrage incroyable de l'article. Bonjour, 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 15 fois. Et le journaliste dit, voilà, j'ai vu quelqu'un, à chaque fois qu'il arrivait quelque part, dire bonjour à tout le monde, évidemment, avec une relation que je ne peux pas vous décrire, mais qui était très humaine et directe. Et effectivement, ce n'est pas un hasard si c'est lui. Il a pris des risques, hein, parce que quand vous venez déstabiliser des prix à 330 ou à 310, c'est pas simple. Mais il est incroyable. Bien sûr qu'il devrait être ministre de l'Agriculture, mais si tant est que le ministère de l'Agriculture est aujourd'hui capable de faire quelque chose. Peut-être qu'il est resté au bon endroit, un endroit où on peut faire encore plus de choses que quand on est dans le fauteuil d'un ministre. Bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, vous me tendez la perche, parce que j'allais vous poser la question du ministère de l'Agriculture et d'autres autorités plutôt au niveau européen. Quelle est la relation avec... Alors, ministère de l'Agriculture, tous très sympa. Hein. Bon, c'est génial, bravo, c'est super. Puis alors, il y a eu un moment, c'était une histoire extraordinaire. Alors maintenant, la presse me redemande de raconter pour comprendre pourquoi ça ne s'est pas fait, etc. Au moment des EGA, donc États généraux de l'alimentation, une conseillère d'Emmanuel Macron, Audrey Bourlot, me dit on pense que si vous êtes là au milieu des EGA, ça a tellement avancé, vous êtes tellement un peu atypique que peut-être ça peut créer un contraste, mais quand même, soyez pas trop loin. Bon, puis nous, on ne voulait pas trop y être non plus, parce que les consommateurs aujourd'hui, la masse que nous représentons, ne veulent pas et n'attendent plus, et c'est triste, hein, mais des politiques. Bon. Donc, bon. Mais on s'est quand même tenu à distance. Le jour des EGA, l'ancien ministre fait une interview dans le Figaro, cite l'initiative. Donc, il crée un environnement. Et puis, Emmanuel Macron, à la fin des EGA, alors qu'on n'y est pas pour des raisons un peu que je viens d'expliquer, dans le discours où il rend le rapport des EGA, cite c'est qui le patron. Voilà. Et donc il dit, je parle d'initiative qui ne doit rien à l'État, c'est les consommateurs qui ont fait ça, ça marche, il faut que tout la filière se généralise. Là-dessus, il crée la loi alimentation et les conseillers d'Emmanuel Macron disent dites bien à la presse que c'est issu de c'est qui le patron, c'est une inspiration de c'est qui le patron. Et donc là, en tant que consommateur, tu te dis, le président parle de l'initiative, la loi est inspirée de l'initiative c'est qui le patron, donc, bonne nouvelle, ça va déclencher. Et ça ne déclenche pas. Et ça, c'est une vraie question, quoi. Mais à la fois, vous avez une part de la réponse. On la connaît un peu tous, quand même un gros truc. Il y a un point d'équilibre qui est tellement dur à bouger, quoi. Vous ne pouvez pas enlever une partie de l'édifice sans que tout tombe. Donc on pense, nous, qu'il faut reconstruire à côté, quoi. Et c'est vraiment ce que les consommateurs pensent, parce qu'il y a plein de gens de bonne volonté. C'est-à-dire qu'humainement, les gens qui constituent cet édifice, il n'y a pas que des saligots qui ne veulent pas que les producteurs vivent. Mais il y a de telles incidences entre le marché global, je ne vais pas vous décrire ce que peuvent être aussi les lobbies. C'est quand même compliqué, quoi. Et en tant que consommateur, et c'est le plus impressionnant, me semble-t-il, pour tous les gens de l'agroalimentaire, c'est qu'ils attendront plus. Hein. Ils ne sont plus en situation de se dire bon, on va quand même essayer d'espérer qu'il y ait des Emmanuel Vassex qui se clonent. Ils disent on va le faire nous-mêmes. Et on va reprendre absolument tout à zéro avec une idée tellement forte aussi. Quelqu'un me dit il y a quelque temps, mais les marques, c'est pas grave, hein, parce que là, il y a Nestlé qui vient nous voir, Danone. Je vais quand même vous dire un truc que vous avez peut-être vu, mais Danone, je vais vous dire que les réseaux sociaux peuvent tout sur vos entreprises et vos marques. On peut me dire c'est excessif. Et Danone au Maroc. Danone au Maroc, les Marocains qui disent boycott de Danone, pour d'ailleurs des raisons qui étaient plus ou moins bonnes. 4 mois après, 40% de chiffre d'affaires en moins, alerte sur les résultats, annulation de la distribution de dividendes. Emmanuel Faber en urgence, qui va là-bas faire une conférence de presse et qui dit on va faire, calmons-nous, amis consommateurs marocains, on va faire comme c'est qui le patron. Donc c'est là où après la presse me rappelle. Et il faut donc se dire qu'en 2019, et ils s'en sont pas relevés, ça va un peu mieux, mais ils s'en sont pas relevés. En 2019, il y a un pays dans le monde où des consommateurs ont débranché une marque qui s'appelle Danone. Voilà. Où on arrive à se rendre compte de ça et on se dit qu'il faut remettre de l'humain. Et vous avez raison, c'est clé ce que vous venez de dire.
C'est pas, tiens, techniquement, je vais te donner l'impression que je fais un truc qui est mieux. Si vous avez l'impression que le monde d'avant était mieux, il faut vraiment vous inquiéter parce que la génération notamment qui arrive, elle va pousser encore plus vite. Enfin, il y a vraiment, je le dis en étant moi-même un peu impressionné par ce qui se passe, quoi. Ça ne s'arrêtera pas. On ne peut pas imaginer un monde où on va dire bon, on arrête le bio, on arrête la valeur sur les produits d'achat, on revient comme avant et on refait du premier prix à tout prix. Donc ça va bouger dans cette direction et l'humain sera un élément clé. L'humain au niveau des dirigeants. Si vous êtes un dirigeant sympa, humain, qui peut créer cette confiance, c'est possible. Si vous n'êtes pas ça, c'est impossible. Ouais, c'est clair. Régis. Merci et bravo, c'est une très belle initiative, je trouve. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça, ou ce type d'initiative en Europe ou à l'international? Est-ce qu'il vous est revenu un peu des cas comme ça, ou comment ça bouge en fait un petit peu dans... Alors, on n'a pas eu de... Alors, il y a plein d'initiatives qui ont montré que ça pouvait aller à une vitesse folle. Bon, Blablacar, quoi. Quand on réfléchit à ce qu'est Blablacar, c'est incroyable. Et il y en a d'autres. Mais là, il y a 8 pays. Alors, ce qui est le plus impressionnant, encore une fois, nous, la Belgique nous a appelés, les producteurs, en disant on est dans une situation dramatique, mais nous, on n'avait pas le temps. Alors, on a créé un principe un peu de cadre en disant écoutez, vous pouvez le faire, voilà les valeurs, je peux les rappeler vite fait d'ailleurs, qui sont intéressantes peut-être, c'est transparence totale, mais totale. C'est pas le truc à moitié, je te montre un coin de l'histoire, mais le reste, tu le verras pas. C'est tout, transparence totale. Une présence des consommateurs à toutes les étapes et au-delà de nous, n'importe qui. Le matin, Michel-Édouard Leclerc est venu faire une visite des fraises pour savoir ce qu'était vraiment C'est qui le patron. Ils se sont dit, est-ce qu'il y a un loup derrière, qui est derrière, etc. Il a fait lui-même l'étude, ce qui est assez incroyable. Et le matin, il arrive et il dit, mais vous êtes des vrais consommateurs, aux consommateurs qui étaient venus vérifier. Donc on sent qu'il y a un peu ce truc-là. Ben oui, on ne connaît pas, nous, les gens qui arrivent à la gare le matin à 6 heures pour aller faire une visite chez le fabricant de fromage blanc. Donc ça, c'est hyper important. Une totale liberté claire. On a mis ce cadre-là, et là, il y a 8 pays qui se sont mis en route. La Belgique, il y a déjà des briques de lait en rayon. L'Espagne, il y a du lait et des œufs, qui est Nessalref, avec des noms, évidemment, du pays. Et puis l'Allemagne, la Grèce, les États-Unis, l'Italie, il y a 8 pays qui sont en route. Et on ressent la même force qu'ici. Ce sont des consommateurs qui ont pris l'histoire en main. Et le questionnaire dont je vous ai parlé, il n'amène pas une recette française. Il va cristalliser l'équilibre du pays. Il y a des pays où la dimension d'équité est bien moins importante. Mais la notion de traçabilité, elle est beaucoup. Donc à chaque fois, il y a un équilibre qui se retrouve. Et voilà. Donc il n'y avait pas d'équivalent. Puis là, il y a un article intéressant en anglais du Guardian. Il y a eu 2 pages dans le Guardian sur l'initiative, la française. Et ça a provoqué... là, on a eu 12 pays supplémentaires qui ont dit qu'il faut le faire. Mais pas que des consommateurs. Aussi des entreprises, en disant, mais attendez, finalement, si on se met d'accord avec les consommateurs qui regardent nos problématiques et valident nos prix, on va peut-être se retrouver en face des acheteurs avec autre chose que des arguments qui n'appartiennent qu'à nous. Vous voyez, donc c'est partagé. Voilà. Et c'est pour ça que l'atelier, j'en parle parce que c'est une bonne nouvelle et que ça dépasse C'est qui le patron. L'atelier conso et citoyen, ça existe. Avec n'importe quelle marque, on peut aller voir ses consommateurs, c'est plus moi que vous avez en face de vous, en disant, ben voilà, je fais un truc, je vais l'améliorer. Est-ce que vous pouvez m'aider, à savoir si je suis dans la bonne ligne? Et si c'est bien, je remonte un peu mon prix parce qu'il y a des petites améliorations, il faut que je remonte mon prix. Et ensuite, venez avec moi en rendez-vous acheteur. C'est ça qui est fou. Il y a des consommateurs qui viennent à rendez-vous acheteur en disant, écoutez, on a fait une étude, franchement, le centime là, dont vous ne voulez pas, il est important pour nous. Voilà. Vous avez raison, on n'aura pas le pouvoir de faire changer les politiques gouvernementales très vite, mais on posera le problème de façon toujours bienveillante. Mais de simples consommateurs diront, bah, écoutez, en Europe, là, il y a un problème, quoi. Nous, parce qu'il ne faut jamais oublier que le plus important pour un consommateur, où qu'il soit en France, c'est quand même le sort du producteur, quoi. Nous, c'est le moteur principal qui a fait le succès de l'initiative. Même si son propre sort est important, mais quand on a le moyen de mettre 1 centime ou 2 de plus, on les met. Donc, on n'a pas eu ce cas-là, mais si c'était le cas, de façon très douce et bienveillante, on expliquerait qu'il y a un problème, quoi, et qu'on ne peut pas, nous, cautionner un produit si le gouvernement n'est pas capable
d'amener cette part de rémunération. On ne fera pas un problème, évidemment, international, mais on dira simplement ça. Et puis après, vous savez, les réseaux sociaux, c'est puissant aujourd'hui, hein. Il y a un monsieur qui traite son homologue de petit gros à l'autre bout du monde, et l'autre lui répond qu'il est un vieillard. Tout ça sur Twitter. Les déclarations de Trump, c'est Twitter aujourd'hui. Donc, je ne sais pas comment ça évoluera. Mais je crois que ces réseaux sociaux qui ont créé des ponts démultipliés, accélérateurs d'information, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et c'est même plus les journalistes. Un journaliste dirait, regardez, il y a un problème. Ça se loge encore dans, tiens, un journaliste crée un problème dans un pays. Voilà. Même ça, c'est fini. C'est presque passé. Quand ce sont de simples consommateurs qui éveillent d'autres consommateurs à un problème, là, c'est différent. Je n'ai pas de scénario en tête, mais c'est possible que ça bouge quand même un peu, parce que, imaginons un gouvernement qui se dise, attends, ça serait dommage que ça se casse côté consommateur. Vous comprenez, pour finir. Avant, c'était pas grave. Le producteur, bon, il était un peu sous pression, il y avait un peu d'arrangement, et puis ça restait comme ça. Mais là, c'est le grand patron qui est au courant, le consommateur final. Si lui, à un moment donné, il dit on boycotte tel produit, ça devient Danone. Et là, c'est un problème, quoi. Voilà. Donc, voilà. Je crois qu'il faut avoir une veille de cette évolution-là aussi. Ouais. Non, mais je crois, de toute façon, Joseph, votre question était aussi, s'adressait aussi au problème du cacao et du chocolat, quoi. Clairement, la Côte d'Ivoire, qui est un des principaux producteurs mondiaux de cacao, n'en tire pas. Enfin, les producteurs n'en tirent pas les revenus qu'ils seraient en droit d'attendre. Voilà, nous, on est passé par le programme Transparence, mais qui est challengé. Hein. C'est CEMOA, en fait, qui est le partenaire. Mais c'est pareil, on en a parlé avec les gens de CEMOA. Nous, on n'est pas... Les consommateurs sont tous bienveillants, mais ils ne se font pas copains avec les fabricants. Ils restent très... ils challengent beaucoup, quoi. Et ils sont allés en Côte d'Ivoire, là, il y a un reportage. Ils étaient 5, et Nathalie, du bureau, avec 4 personnes, elle ne m'a pas dit « oui, tout va bien, on va dire que c'est nickel ». Elle a dit « ah, il y a des trucs un peu à regarder ». Donc on a demandé à revenir. C'est bizarre, c'est une marque qui s'auto-challenge et qui s'auto-pose des problèmes. Et c'est ça qui est sain aussi. Voilà. Oui, encore une bonne question. Mais cette décision, elle sera prise collectivement. C'est là où c'est impressionnant aussi pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a plus de stratégie à 3-4. On dit, voilà, est-ce qu'on ouvre des magasins? Alors c'est vrai que ça fragilise un peu ceux qui distribuent, notamment les distributeurs, mais à la fois, est-ce que ce n'est pas urgent de le faire? Donc c'est une question qui est actuellement posée, et ce sont les sociétaires qui vont donner un oui ou un non, en ayant bien analysé les conséquences de telle ou telle possibilité. Mais il y a un truc qui tient la corde, là. Il y a une petite start-up qui s'appelle Wellco. Hein, c'est-à-dire que vous avez vu que Amazon, qui est quand même le truc moderne par excellence, il est déjà ringardisé et sanctionné par toute une partie de la jeune génération. Il y a des gens qui n'achètent plus chez Amazon pour des raisons sociales, etc., etc. Ça va quand même très vite. Et là, vous avez des nouvelles structures, il y a Wellco notamment, où on pourra imaginer peut-être des magasins où cette famille de gens impliqués, les consommateurs, vont pouvoir, à partir de chez eux, créer des mini-boutiques avec du rayonnement local, comme des points de vente à domicile, ce qui existe aussi un peu déjà, mais qui va se démocratiser. Et ça, c'est une idée des consommateurs qui disent « mais moi, j'ai un peu de temps, je suis à la retraite. S'il faut, vu que je n'ai pas de produits près de chez moi, je crée ça, vous m'amenez tel jour à telle heure des colis et je les redistribuerai. » Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Ça pourrait être un magasin pur et dur, comme une formule moins traditionnelle. Voilà. Ouais. On ne sait pas. Mais venez voter en devenant sociétaire. Alors ça, il faut demander à mon psy. Non, parce que c'est vrai que les journalistes m'ont dit, mais pourquoi est-ce que... Alors le seul truc que je vois, c'est qu'on s'en rend compte qu'après, le petit producteur, c'était la photo des producteurs sur les paniers de fraises contre une meilleure rémunération aux producteurs. Les gueules cassées, c'était faire en sorte que les producteurs qui font des super fraises ou abricots ne les jettent pas. Là, ça aussi un soutien aux producteurs. Donc
je sais pas, je dois avoir un ancêtre qui a fait des choses terribles aux producteurs et je dois essayer de compenser, je sais pas. Mais cette motivation-là, elle est forte, elle est d'abord personnelle, et puis après, chacun se nourrit de la richesse qu'il souhaite. Mais quand vous avez des producteurs vous arrivez 20 minutes en retard dans une réunion, vous vous excusez, et puis vous entendez quelqu'un qui dit, on arrivait en équipe, oh ben vous excusez pas, monsieur, vous nous avez sauvé la vie. Bon, bah, on est payé comme jamais on pourra l'être autrement que par ces mots. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci.